Depuis environ 2019, il y a une resurgence de guerre des territoires à Saint-Ouen, où les règlements de compte se sont multipliés. De cette cité, que deux jeunes ont été retrouvés morts cette nuit, tués par balle. Ils avaient 17 et 25 ans. Avec la démolition de ces deux tours énormes, qui jouent un rôle important dans ces nouvelles répartitions des cartes. Au cœur des puces de Saint-Ouen, les Bouttes seraient en réalité entre les mains d'un homme de 31 ans, El Mehdi Z, le fameux malsain, qui serait à la tête de l'une des deux équipes qui contrôlent une large part du marché des stupéfiants. Ce dernier avait commencé dans les vols classiques durant l'adolescence, pour pouvoir se retrouver plus d'une décennie après à régner sur le quartier du Million, c'est-à-dire la cité des bouts en train, qui abritait l'un des plus gros points de deal de la région parisienne, brassant pas moins de 11 millions d'euros par an. Entre-temps, ce trafiquant a aussi ouvert sa propre boîte de production musicale, Midi Midi Productions. Nous, ici, toujours un esprit. Midi Midi Production, Midi Midi Production. Le premier label international et mondial. Le premier label international et mondial. Aucune rivalité. Aucune rivalité. Parlons bien, parlons peu. Midi Midi, Midi Midi. Toujours un esprit à la tour du M. La tour du M. En direct à la tour du M avec les vrais soldats. La prod est suspectée par la justice d'être un bon moyen de blanchir de l'argent sale de la drogue. Ces soupçons ont valu une garde à vue à l'artiste du label Huss l'Enfoiré. Néanmoins, aucune charge n'a été retenue contre lui. Mais une donnée récente bouscula le paysage criminel. Ce sont les projets de rénovation urbaine. En 2019, Malsain apprend que sa cité risque d'être détruite pour être remplacée par une ferme urbaine en 2022. Il faut trouver un nouveau point de deal, qui serait d'un calibre similaire. Le choix est orienté vers un autre mégafour de la ville, la cité Charles Schmitt, détenue par une autre famille. Ainsi, Malsain essaye de négocier avec l'un de ses membres, qui est au même temps l'un des caïds le plus important de la ville, Mohamed Gassem, alias Cyborg. Sorti de prison depuis 1 an et demi après une condamnation pour trafic de stupéfiants. Mais le fait que les deux soient des ennemis jurés depuis un moment ne facilite pas leur entente. En plus, Cyborg aurait été alerté qu'un contrat de 200 000 € avait été mis sur sa tête par la concurrence des Bouts. Peu de temps après, le 24 août 2019, Cyborg, au bord de sa voiture, se retrouve dans un parking d'une résidence lorsqu'il se fait cribler de balles de Kalachnikov et des aides sur place. Les tueurs avaient placé une balise sous sa voiture pour le surveiller avant de l'éliminer. Depuis l'été 2019, 4 personnes y ont été tuées dans des règlements de compte. Le chef du trafic de la cité Charles Schmitt, liquidé en août 2019. Une semaine après sa mort, Malsain, soupçonné d'avoir commandité ce meurtre, reprenait déjà le contrôle du point de deal de la cité Charles Schmitt avant de s'enfuir au Maroc. Cela ne l'a pas empêché d'avoir ses hommes de confiance sur différents points de deal dans la ville, comme l'ont montré les interpellations de ses lieutenants en décembre 2020. L'un d'entre eux était surnommé Mojito, qui, parallèlement, occupait une fonction d'agent municipal dans la ville. En tout cas, l'équilibre établi entre les différentes équipes a été bouleversé par ces hostilités, ce qui enclencha, inévitablement, des enjeux et une redistribution des terrains. Rien que la cité Charles Schmitt est toujours au cœur de ces conflits. Quand on y pénètre, on sait que ça peut mal finir. La cité HLM Charles Schmitt, en plein cœur de Saint-Ouen. Une cité dite redoutable, gangrénée par le trafic de drogue. Il est 8 h du matin. Les guetteurs sont déjà au travail, positionnés devant la grille d'entrée et dans la rue. En octobre 2019, 2 auteurs sont arrivés en scooter en tirant sur une victime et plus particulièrement sur Sergent. Ou encore, une rixe entre les deux bandes car, apparemment, le four aurait été arraché des mains de Malsain par ce qu'il reste de l'équipe de Cyborg. Et finalement, plus d'1 mois après, un trafiquant proche de la famille de Cyborg a été abattu sur le parking d'un restaurant, Burger King. Pourtant, au fil du temps, il n'y a pas que les balles qui ont affaibli le clan de Cyborg.
En effet, dans cette même cité, il y a déjà eu une descente de police en mars 2016 qui a permis l'interpellation des trafiquants importants de son équipe. 8 personnes se sont fait juger par des peines de prison et de fortes amendes. Le gérant Rachid O, surnommé C4, l'un des bras droits de Cyborg, a été le plus lourdement condamné pour 5 ans d'emprisonnement. Mais il y a aussi Amar B, un patron du bar à chicha, via lequel il blanchissait l'argent de la drogue. Ce n'était qu'une coquille vide qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de 438% en 4 mois. Sans oublier d'autres membres du trafic. Et le chef Cyborg qui ne sera jamais jugé. Ce qui est étonnant, c'est que malgré son élimination et l'incarcération de ses lieutenants, la cité de Charles Schmitt n'a pas été rayée de la carte du business. Au contraire, son chiffre d'affaires quotidien se porte encore mieux. Pas étonnant qu'il y ait des rivalités pour le contrôle de ce point de stup, considéré comme un vrai supermarché. Étant très bien situé, près du métro, dans un quartier qui n'a rien d'effrayant. C'est la recette idéale pour attirer une clientèle nombreuse venue de la capitale. Mais un autre facteur inquiète les habitants, la démolition des 2 tours de la cité des Boots, ce qui aurait reporté leur clientèle vers la cité Charles Schmitt comme l'alternative proche. Cette clientèle n'est pas négligeable lorsque le marché local des Boots servait entre 700 à 1500 clients journaliers prêts à chercher leur dose. Avec une taille pareille, on a eu une omniprésence des trafiquants de drogue, rythmée par les interventions des forces de l'ordre qui n'ont pas réussi à éteindre le trafic. Même avec les grosses descentes de police, une nouvelle équipe prenait immédiatement le relais. En effet, vu leurs chiffres d'affaires colossaux, ils ont eu une telle assise financière qu'il est très facile de se remettre tout de suite debout. Là, le quartier Jules Vallès, 2 bâtiments de 16 étages. Ici, pas de rénovation. La municipalité a opté pour une solution beaucoup plus radicale. Les tours sont vidées progressivement de leurs habitants. Une quarantaine d'appartements condamnés. Une façon pour le maire de Saint-Ouen de dénoncer une situation invivable selon lui. C'est aussi la même cité dans laquelle en 2016, un bébé tigre était conservé par des dealers et où des selfies avec lui se monnayaient à 5 € dans le hall. Actuellement, surnommée la cité de la drogue, elle a évacué ses derniers habitants et se prépare à la démolition en 2022. Bien évidemment, il serait illusoire de penser qu'une démolition arrêterait le trafic. Il va forcément se déplacer au point de deal environnant. En effet, la ville est historiquement une des plaques tournantes majeures de la région, due à sa proximité avec la capitale. Certains habitants sont fatalistes et pointent du doigt la proximité avec Paris d'où des acheteurs viennent quotidiennement. Certains points de vente identifiés sont à seulement 10 stations de métro des Champs-Élysées. C'est un lieu stratégique coincé aux portes de Paris, où il suffit parfois d'un quart d'heure aux Parisiens pour venir se fournir en drogue, ce qui transforme la ville en un point de deal. Tout cela sera encore couplé au regain de violence du narcobanditisme lié au programme de rénovation urbaine qui désorganise les deals et pousse les différents clans à se rabattre sur de nouveaux lieux de vente. Comme toutes les villes de la Petite Couronne, Saint-Ouen est le théâtre d'une transformation de grande ampleur. Pas loin du tiers de son territoire est concerné. Les investisseurs se ruent sur les terrains disponibles et dès cette année, la ligne 14 mettra la ville à 12 minutes de Châtelet. À Saint-Ouen, les grands projets ne se comptent plus. Le futur village olympique, le futur grand hôpital universitaire ou encore les milliers de nouveaux logements. Donc, plus le pouvoir public cherche à favoriser le développement économique de la ville, plus le trafic de stupéfiants se déstabilise et génère des luttes de pouvoir. En plus, selon le ministère de l'Intérieur, la ville est l'une des rares communes où le trafic de drogue est en grande partie tenu par 2 familles et leurs affiliés, qui se disputent au moins 7 gros points de deal. Pas étonnant que la ville soit décrite depuis des années comme l'Eldorado du trafic de cannabis.
Il y avait aussi une troisième cité dans les parages, d'une taille considérable, à l'avenue Michelet 86. Un vaste coup de filet antidrogue mobilisant 200 policiers a eu lieu en janvier 2021. Le 86 était considéré comme l'un des plus gros fours derrière ceux de la cité des Bouts-en-Train et de Charles Schmitt. Ces opérations, menées par le commissariat, se sont déroulées en 3 vagues successives, toujours dans la même avenue, en se déplaçant du numéro 92 vers le 86. Ce point de deal de l'avenue Michelet recelait l'économie souterraine de ce quartier avec l'implication de toutes sortes de profils différents, en passant de simples guetteurs aux épiciers du quartier. Les sommes en jeu étaient vertigineuses, car un chiffre d'affaires mensuel de 1,4 million d'euros aurait été généré. Les boss de ces réseaux seraient Abou, son frère Marlo, proche de Malsain, et finalement son ami Diva, officiellement chef d'une entreprise de transport et livreur. Ils sont tous soupçonnés d'avoir approvisionné le secteur en produits stupéfiants avec un système de blanchiment en détournant les paris sportifs de la Française des Jeux. Selon une source proche du dossier, ces opérations de police n'interviennent pas au hasard. Il s'agirait de faire le ménage avant l'arrivée de la Direction générale du renseignement intérieur d'ici 2026 au 25 avenue Michelet. Accueillir un fleuron du renseignement tout en laissant le trafic en marche est contradictoire. Ainsi, les deals attendent de l'État qu'il déploie ses moyens en conséquence dans les rues de Saint-Ouen. Nous nous étions déjà rendus dans une cité de la ville à l'automne 2013. L'un des plus importants trafics de cannabis de toute l'Île-de-France s'y jouait chaque jour. De l'autre côté, il y a la cité de Cordon, historiquement liée aux frères Ider, Lies et Samir, récemment interpellés dans une opération de l'OFAST où un véritable arsenal de guerre a été retrouvé dans une cache d'armes. Parmi les 8 trafiquants, ces 2-là étaient mis en examen, considérés comme les véritables parrains de Saint-Ouen. Ces armes auraient pu être destinées à la défense ou à la reprise de certains points de deal de la ville. En tout cas, on est dans le haut du panier du narcobanditisme, étant donné qu'ils ont en plus collaboré avec une autre fratrie basée à Bruxelles dans ces trafics d'armes et de stupéfiants internationaux. Samir avait déjà pris 20 ans de prison en 2011 pour trafic de cocaïne entre le Brésil et la France. Il était sorti de détention en 2019 avec obligation de porter un bracelet électronique. Les deux étaient déjà parmi les suspects dans un démantèlement de la cité Cordon en 2016, considérés comme des cerveaux du trafic. 2 semaines après une fusillade à l'arme automatique qui a fait 3 blessés. C'était surtout pour dire stop à la violence, surtout aux armes, parce que j'habite au Vieux-Saint-Ouen. Et dernièrement, il y a eu quand même pas mal de tirs. C'est juste la peur de, voilà, je suis là, je marche, boum, il y a un mec qui arrive, qui a envie de tirer sur d'autres gens et je suis là au mauvais moment. Soit on amène la police et on fouille les caves, soit on légalise et on fait quelque chose. On n'attend pas que quelqu'un se fasse assassiner. Mais cette cité n'est pas non plus épargnée par le règlement de compte dont le premier a eu lieu en avril 2015. Il s'agissait de 3 consommateurs, 3 fils de dignitaires algériens. En effet, tirer sur les clients est une manière d'assécher les points de vente concurrents en montrant que la cité d'en face est moins sûre que la leur. Cette concurrence aurait bien existé entre Cordon et la cité du 8 mai 1945. Étonnamment, quelques jours avant cette fusillade, des coups de feu auraient été tirés justement dans ce quartier du 8 mai 1945. À la base, les 2 cités voisines trafiquaient en bonne intelligence, jusqu'au moment où des rabatteurs de la cité Cordon se sont postés à la sortie du métro Mairie de Saint-Ouen, signe de concurrence déloyale aux yeux de ceux du 8 mai, suspectés d'être derrière la fusillade du 30 avril 2015. C'est comme si les règlements auraient repris, lorsqu'un homme a été tué à coups de batte de baseball clouté
dans le quartier Cordon. Un véritable guet-apens sans aucune chance de survie. Et selon l'enquête, les auteurs viendraient de la place du 8 mai. Il y a une banalisation, y compris maintenant sur des petits trafiquants, d'utilisation de méthodes qui auparavant étaient l'apanage du grand banditisme et des voyous. Donc on voit, il y a des gens qui sont torturés dans des caves, on voit la multiplication de ce qu'on appelle la jambisation, ce que les Irlandais appellent le kneecapping, c'est-à-dire qu'on vous tire une balle dans le genou. Toutes ces choses-là sont en train de se multiplier. Finalement, en février 2021, un autre homme s'est fait tirer dessus par balle dans la cité Cordon. Mais cette fois-là, la fusillade intervient une semaine après l'interpellation des frères Ider. Et donc, les cartes de ce point de stup seraient en train d'être rebattues par l'équipe de Malsain, conformément à l'hypothèse de la police, qui s'est penchée pour une démonstration de force de cette cité de bout en train. La présence policière elle est peut-être un petit peu plus visible ces jours-ci parce que y a une lutte de territoire qui est en ce moment très très visible avec des tentatives de règlement de compte entre différentes factions qui se mènent la guerre justement pour récupérer des territoires sur la ville de Saint-Ouen. Comme nous avons mentionné Malsain, alors, du côté de son rival Cyborg, l'histoire ne serait toujours pas finie. Car, grâce à un appel anonyme, un assassinat aurait été évité. En effet, un ancien militaire a participé à la livraison d'une Kalachnikov en vue d'un projet d'assassinat. Grâce à l'itinéraire GPS, les enquêteurs ont découvert que les points de livraison se trouvaient à proximité du domicile et des magasins de la famille de Cyborg. L'enjeu serait la guerre pour le contrôle de la cité Charles Schmitt. 6 mois plus tard, en 2022, la cité subit donc une grosse opération de police, qui suspecte que c'est toujours l'équipe des Malsains qui y règne. Un nouveau lieutenant avait été mis en place après l'incarcération de Morito, un dénommé Sphinx, qui se trouvait aussi parmi les interpellés. À première vue, rien n'a changé devant cette cité de Saint-Ouen. Les guetteurs sont toujours positionnés le long des grilles. Alors moi, quand j'entends Gérald Darmanin dire que le site a été démantelé, voilà, c'est totalement faux. À Saint-Ouen, les meurtres ne sont pas toujours évités. On peut citer par exemple le cas de la cité Soubise. Tout a basculé dans la nuit de lundi à mardi. Des tirs retentissent. Quand la police arrive, elle retrouve devant l'immeuble un adolescent de 16 ans grièvement blessé à la jambe. Et dans une cave, 2 jeunes hommes de 17 et 25 ans tués par balle. Tous 3 étaient connus des services de police pour trafic de stupéfiants. 2 jeunes, Sofiane et Tidiane, se sont fait exécuter froidement dans une cave de l'immeuble. Un seul homme a été vu en train de pénétrer dans l'immeuble et se diriger déterminé vers les caves. Il savait où il allait et qui il allait y trouver. Rendez-vous était donné en bas des tours. 300 habitants de Saint-Ouen, de nombreux jeunes, des mères de famille, une marche silencieuse pour briser l'omerta qui règne dans les cités odoniennes, rongées depuis plusieurs années par le trafic de drogue. On parle à visage découvert parce que je pense que c'est pour toutes les mamans, pour toute la maman, aujourd'hui je suis jeune maman, on a tous la même crainte et je refuse de quitter Saint-Ouen. Pas pour ça, non. 2 mois plus tôt, un homme de 34 ans, considéré comme un petit caïd, s'était fait tirer dans le dos dans le vieux Saint-Ouen. Et donc, l'exécution dans la cave serait liée à celle-ci. Sofiane était considéré comme un chef du réseau local du trafic. Un statut que réfute son entourage et le milieu associatif et politique dans lequel il évoluait à Saint-Ouen. Malgré son implication dans une association qui aidait les jeunes, son nom n'était pas inconnu des services de police lorsqu'il était sous contrôle judiciaire depuis sa mise en examen pour tentative d'homicide volontaire en 2017. En ce qui concerne Tidiane, ce dernier avait été condamné quelques heures avant sa mort pour des faits de trafic. Comment voulez-vous que toute une frange de la population se projette avec décence, que toute une génération se projette comme étant l'architecte de sa propre vie,
en vivant dans des conditions comme dans lesquelles elles vivent. C'est inacceptable, inacceptable. Et troisième élément, et c'est là où on a une démarche positive, c'est montrer que ce qui s'est passé, ce n'est pas une fatalité. C'est pour ça que je suis en colère. Ce n'est pas une fatalité. En tout cas, même si le business dans la cité des Soubise n'est pas le plus juteux, elle a suscité toutefois l'intérêt des trafiquants. Il reste encore une autre zone à sécurité prioritaire. C'est le secteur Émile Arago Pasteur. À 2 pas de Paris, de l'autre côté du périphérique, Saint-Ouen et son quartier Arago. Cette mère de famille y vit depuis 11 ans, mais plus pour longtemps. C'est décidé, elle déménage. Ça me dérangeait pas de rester ici, au contraire. Mais cette vie-là, c'est pas possible. Enfin, je peux pas faire connaître ça à mes enfants. C'est surtout pour mes enfants. Je veux pas qu'ils trouvent que c'est normal qu'on vende de la drogue quand on n'a pas de travail. C'est ici qu'a eu lieu en 2009 la première vague la plus violente. Une altercation entre 2 amis d'enfance qui se sont entretués aux abords de la cité Arago. Tout démarre avec un conflit pour le contrôle du point de deal de la cité Arago, très lucratif à ce moment-là. Le 12 septembre 2009, une bande de Saint-Denis tente une descente sur Arago, dont le caïd local, Moussa Bachili, ne se laisse pas faire et blesse le dealer travaillant pour les nouveaux arrivants. Cette intimidation se terminera par une vraie tuerie. Le 26 septembre, l'équipe de Saint-Denis réplique à l'entrée du terrain de foot. Les habitants du quartier Arago de la ville de Saint-Ouen en banlieue parisienne sont sous le choc. Hier, en fin d'après-midi, 2 jeunes hommes ont été tués dans une fusillade. Ce jour-là, Kader Serrani, l'ancien enfant d'Arago, qui a migré à Saint-Denis, cherche à s'implanter avec son gang à Saint-Ouen. Il est accompagné de Kodjo Benodor. Face à Moussa, les tensions montent jusqu'à ce que Kader sorte un calibre 9 mm et le pointe vers l'entrejambe de Moussa. Celui-ci s'empare du canon, le pose sur son propre front et invite Kader à tirer. Étant donné que les deux se connaissent depuis l'enfance, Kader décide de baisser son arme. C'est ainsi que Moussa dégaine son propre Colt 45 et tire sur Kader, le blessant au ventre. Ce dernier essaye de riposter à l'aveuglette, mais finit par abandonner son arme et prend la fuite. Selon le journal Le Monde, une scène digne d'un western survient ensuite. Moussa se tourne vers Kodjo et presse la détente de son pistolet, mais l'arme est déchargée. Dans cette situation intense, Kodjo réussit à ramasser le 9 mm abandonné par Kader et tire à 4 reprises sur Moussa, qui décédera une rue plus loin. De l'autre côté, Kader sera déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. En septembre 2009, il accompagne un ami à Saint-Ouen, cité Arago, plaque tournante du trafic de cannabis. Les 2 hommes tentent une OPA, mais le caïd local ne se laisse pas faire. Fusillade, 2 hommes à terre, seul Benodor s'en sort. En ce qui concerne Kodjo, ce dernier s'en sort indemne et part en cavale, mais son destin est déjà tracé. En effet, le cousin de Moussa, Sekou Timera, veut se venger de sa mort. Ce dernier avait promis à Kodjo au téléphone qu'il l'aura tôt ou tard. Kodjo échappa à 2 tentatives d'assassinat, jusqu'à ce qu'il décide de prendre les devants et à éliminer Sekou lui-même. Recherché par la police pendant près de 2 ans, il se montre en 2011. Kodjo, habillé en costume, avec un gilet pare-balles, conduit un scooter en Seine-Saint-Denis lorsqu'il arrive au niveau de la voiture de Sekou, garée à l'arrière d'une cité. 2 ans plus tard, il abat le cousin de l'une des victimes, invoquant la légitime défense. Kodjo reprend sa route, mais ne savait pas qu'une équipe de la BAC était témoin de la scène. Une course-poursuite démarre et Kodjo se fait finalement arrêter. Par la suite, Kodjo, surnommé le tueur au mocassin, en raison de sa tenue classe le jour du meurtre, a été condamné en appel à 22 ans de prison. C'est le règne de la mafia, c'est le règne des trafiquants de drogue qui est en train de faire petit à petit sa place dans certains quartiers de cette ville. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Donc, je suis à la fois effondrée, mais je suis vraiment en colère, quoi. Il y en a ras-le-bol. Il faut que la police arrive et vienne et s'installe à Saint-Ouen. Finalement,
La cité a subi un coup dur de la part de la police à cette époque. Toutefois, aujourd'hui, ce secteur est revenu à l'avant de la scène. Comme ici, on a vu qu'au Square Pasteur, les guetteurs ont investi la cour privée de l'immeuble pour surveiller un point de deal. Un cauchemar dont les habitants se sont débarrassés il y a 10 ans. À l'époque, le quartier Zola Arago se mobilisait pour résister au trafic. Ce qui ne serait plus possible aujourd'hui car les riverains ont trop peur. Et d'après la police, ce secteur serait devenu maintenant le plus gros four de Saint-Ouen. Un retour remarqué dans la course car il y a une dizaine d'années, il raflait déjà la mise. Il semble aujourd'hui avoir reconstitué ses forces et s'est tissé en tête. Tout ça parce que les autres gros fours ont pris de gros coups, comme Bout en Train, destiné à la démolition ou encore la chute de Michelet. En ce qui concerne le Charles Schmitt, ce dernier a gagné en importance avec les clients migrants d'autres fours, même s'il se fait régulièrement déstabiliser par la police. Ce harcèlement policier serait inefficace sur un point de revente de Zola Arago car le trafic s'organise sur différents spots. Mais cet équilibre reste fragile, car les bénéfices colossaux tirés de ce commerce illicite attisent toujours les rivalités.